Bonjour Raphaël, tu es cofondateur de l'éco-village Les Trois Sources, qui existe maintenant depuis une bonne douzaine d'années. Tu as cumulé 20 ans d'expérience en vie collective à l'étranger et en France. Mais tu n'es pas ce qu'on peut appeler un baba cool qui est parti élever des chèvres en Aveyron, puisque dans la première partie de ta vie, tu as en fait exercé plusieurs activités en tant que CIO, puis consultant à l'international. Et puis, virage à 180 degrés, tu te formes à la psychothérapie, à la psychopathologie, à la sociothérapie, à la naturopathie et j'en passe, pour finalement co-créer cet éco-village. Alors ma première question sera plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à changer complètement de vie en sortant d'une vie où tu faisais en fait 200 000 km par an, si je me souviens bien, pour venir dans cette nature sauvage du sud Aveyron à l'éco-village des Trois Sources? Bonjour, merci de ta question. Alors d'abord en Aveyron, c'est pas trop les chèvres qu'on voit, mais plutôt les moutons. C'est le pays des moutons, l'Aveyron. Alors cette transition, elle ne s'est pas faite en quelques jours. Pour moi, ça a été comme un processus de maturation et de prise de conscience progressive, un chemin de vie en quelque sorte. À côté de mes activités de pollueur en cravate, j'enfilais chaque année mon sac à dos et je partais effectuer des petites missions humanitaires un peu partout, en Inde, à Madagascar, en Amérique du Sud par exemple, que je finançais avec des stages que j'animais. Et je me souviens traverser d'immenses déserts qui étaient auparavant des forêts tropicales à Madagascar. Je me souviens aussi rouler pendant des kilomètres au travers de dépotoirs à ciel ouvert en Amérique du Sud. Et petit à petit, j'ai pris conscience de l'importance de l'enjeu. Et en même temps, j'ai pris conscience de la débilité de la vie que je menais. J'arrêtais pas de courir, de faire 200 000 km par an par tous les moyens de locomotion possibles. Et à un moment donné, ça m'a paru une aberration complète par rapport à mes convictions, par rapport à mes certitudes profondes, par rapport à mes valeurs profondes. Et ensuite, c'est peut-être que j'ai voulu me racheter de ma débauche, la débauche d'énergie grise que j'avais déversée pendant plus de 20 ans de ma vie. Et aussi, j'ai voulu mettre plus de cohérence, plus de sens dans ma vie. Ça m'a d'ailleurs conduit à effectuer 17 années de thérapie. Il y en avait des couches et des couches, et c'est pas fini d'ailleurs. Et également une dizaine d'années de formation que tu as déjà citée. Je ne pouvais tout simplement plus continuer à vivre avec un tel décalage entre mes valeurs profondes qui avaient émergé et la vie que je menais. Et donc petit à petit, j'ai repris contact, ou plutôt rétabli le lien avec ce qu'on appelle la nature, mais qui est en fait ce monde dans lequel on vit et dont on fait partie. Il n'y a pas une nature à l'extérieur et nous à l'intérieur. Et de fil en aiguille est né ce projet de rejoindre ou de créer un éco-village. Mais alors, comment ça s'est passé? Je crois que pour tes activités, tu étais basé au Luxembourg, où tu es resté pendant près de 20 ans, il me semble. Et donc, est-ce que tu as sauté directement de cette vie urbaine dans la jungle avéronaise? Ça n'a pas été aussi simple. Ça a été un parcours qui a duré quelques années. D'abord avec un premier groupe en Alsace, ensuite des recherches sur ce qui existait et qui était beaucoup moins foisonnant qu'aujourd'hui, où on trouve plus de 1000 adresses sur le site de l'habitat participatif et des oasis. Et puis finalement, nous avions trouvé un lieu qui était dans la Drôme, près de Die, avec une centaine d'hectares, une dizaine de bâtiments, des possibilités éventuelles de construction. Il fallait monter un dossier. Et on a rejoint, mon épouse et moi, à l'époque, un groupe qui existait d'une dizaine de personnes. Et on a commencé à monter un projet sur une propriété donc d'une centaine d'hectares qui avait un beau domaine agricole et
des bâtiments à rénover. Et pour la petite histoire, il appartenait à Geneviève Page, c'est un nom qui est plus trop connu aujourd'hui, mais qui était une actrice qui a joué à l'époque de Jean-Paul Belmondo, avec lui d'ailleurs. Et alors qu'on était près de finaliser le dossier avec son agent immobilier, eh bien, un riche roi du textile belge est passé par là, il a beaucoup aimé l'endroit et il a mis 100 000 euros de plus sur la table que notre petit groupe. Et l'agent immobilier, sans plus de communication, il a vu son intérêt et il a vendu à ce roi du textile. Donc nous étions sans projet, sans lieu, et notre groupe s'est dispersé. Et puis en 2010, j'étais parti en Bolivie pour une mission humanitaire. Et en rentrant, Anne, qui était la doyenne et l'initiatrice du projet, elle avait 80 ans à l'époque, m'appelle, elle me dit que elle a eu un coup de fil d'un copain. Anne, elle avait des copains partout en France, et que ce copain avait repéré une propriété intéressante en Sud-Aveyron. Et donc elle me dit, ouais, toi, dans tes déplacements, tu pourrais peut-être aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Alors moi, je connaissais Rodez, mais alors le Sud-Aveyron, ça m'était totalement inconnu. Mais comme je revenais d'une mission en Bolivie, au Pérou, où j'avais passé des dizaines d'heures dans des bus d'1 million de kilomètres, sur des routes complètement défoncées, bah, ça me paraissait pas à l'époque infaisable d'aller s'installer dans l'Aveyron. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce magnifique endroit du Soulérol, dans lequel s'est implanté ensuite l'éco-village des Trois Sources. Et alors, à quoi ça ressemblait à l'époque quand t'es arrivé? La nature était aussi magnifique que maintenant. Donc c'est un lieu de 54 hectares maintenant, au milieu de milliers d'autres hectares de forêts, de prés. C'est vallonné, il y a une faune, une flore magnifique, très peu de pollution. On trouve des magnifiques salamandres jaunes et noires, par exemple, que j'avais jamais vues ailleurs, plein de petits oiseaux. Il y a encore ces gros insectes qui bourdonnent très fort, des hannetons, etc. Et plein de petits oiseaux. Là, en ce moment, euh, je vois d'ailleurs plein de petites mésanges là à l'extérieur. Et des gros animaux aussi, des sangliers, des chevreuils, des blaireaux. Et c'est extrêmement rare de rentrer le soir et de ne pas voir un animal le long de la route ou sur la propriété. Il faut faire attention quand on conduit. Et il y avait donc une douzaine de bâtiments et de logements qui étaient en partie en ruine, d'autres très vétustes, insalubres. Au niveau des travaux, c'était colossal. Et du groupe de départ, puisqu'entre-temps les gens s'étaient éparpillés, on n'était plus que trois. Donc là, vous viviez comme une espèce de dilemme, si je comprends bien. Vous aviez trouvé un lieu qui convenait avec ces trois sources, ces bâtiments, ces terrains agricoles et ces possibilités de construction à ce que vous recherchiez, mais vous n'étiez plus que trois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'est dit, on pourrait attendre de reconstituer un groupe plus étoffé, mais alors peut-être que le lieu serait vendu d'ici là. Et du coup, ce genre d'histoire, ça peut durer longtemps. Alors que tout collait, l'endroit était pas très loin de Montpellier et de Toulouse, on était dans une belle nature sauvage, on avait 1 heure et demie à peu près de route vers ces grandes villes. Les petits villages à côté, accueillants, Coupiac et Plaisance, sont à quelques minutes. On a donc décidé de faire le plongeon. Et on a fait une offre à l'agent immobilier. Une offre bien inférieure à ce qui était demandé, en se disant, bah, si ça doit se faire, peut-être que le vendeur acceptera. Et il a accepté. Donc la banque nous a consenti un prêt pour ce qui nous manquait. Et pour la petite histoire, un mois avant de signer, la banque est revenue sur sa décision pour d'obscures raisons de localisation. Et donc, comme nous, on était engagés fermes avec des pénalités de retard, on était très embêtés.
Donc il restait plus qu'à prier parce que il nous manquait quand même pas loin de 200 000 euros. Et c'est là que la solidarité a joué. Euh, il y a- on a fait connaître notre projet, enfin notre problème à tous nos amis, et il y a plus d'une dizaine de personnes qui nous ont prêté de l'argent sans intérêt, et ça nous a permis de signer pour l'achat du lieu. On en avait même trop à la fin, on a dû refuser de l'argent qu'on voulait nous prêter. Et voilà, tout le monde a été remboursé dans les 3 années qui ont suivi d'ailleurs. Ça a été beaucoup de travail d'ailleurs pour en même temps retaper le lieu et puis gagner de l'argent à côté pour rembourser les gens. Donc, vous êtes arrivé sur ce lieu en début 2011, et comment ça s'est passé? Eh bien, d'abord, je me rappelle m'être gratté la tête en regardant tout ce qu'il y avait à faire et à me demander par où commencer. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis demandé dans quelle galère je m'étais fourré. Mais il y a eu des petits clins d'œil de la vie, alors on peut y croire ou pas, mais moi j'y crois. Et quelques mois avant de trouver cet endroit, ce lieu, j'avais fait un rêve, un songe, où j'avais vu un endroit où il y avait 12 portes. 12 portes, et sur chacune de ces portes était gravé une espèce de symbole d'un des grands courants de l'humanité. Et j'avais oublié cet épisode. Et puis là, j'étais aux Trois Sources en avril 2011, assis sur un muret, en train de regarder les bâtiments et en me demandant par où commencer. J'étais dans la cour principale du hameau du Haut et là, j'ai regardé les portes. Il y avait beaucoup de portes dans cette cour et j'ai commencé à les compter et il y avait 12 portes. Donc ça m'a fait sourire et ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a donné du courage. On y croit ou on n'y croit pas, n'est-ce pas? Mais ça a été comme un clin d'œil de la vie qui m'a encouragé. Alors au début, c'était une vie très communautaire, mais c'était pas le projet de cet éco-village, qui est un projet d'habitat fédératif, donc chacun chez soi, chacun son appartement, sa maison, son chalet, peu importe, et puis des infrastructures communes gérées par une association où chacun est engagé. Mais puisqu'il n'y avait pas grand endroit pour se loger, puisque tout était encore en travaux, on prenait les repas dans la vieille cuisine de la ferme, avec la peinture qui tombait du plafond, avec la table qui était en travers parce que le sol descendait de 50 centimètres d'un bout à l'autre de la pièce. Bon, ultérieurement, on a tout cassé au marteau-piqueur et remis de niveau. Et les premières années, ça a été énormément de travail. En ce qui me concerne, les journées, les soirées étaient longues. Il y avait l'organisation des travaux, j'étais souvent en bleu de travail aussi, la perceuse à la main, et puis au téléphone aussi pour toutes les demandes qu'on avait déjà. Et nous n'avions pas les moyens de faire intervenir des grandes entreprises qui auraient pu prendre tout en main. Ça aurait coûté plusieurs millions d'euros qu'on n'avait pas. Et donc on a beaucoup travaillé avec des petites entreprises, des auto-entrepreneurs, des personnes qu'on a embauchées. Donc tout cela a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Il faut le rappeler, l'écologie, c'est beaucoup de travail, puisqu'on a utilisé à 99% des matériaux, des peintures écologiques, aussi du bois des forêts présentes sur le lieu. Mais alors, du coup, est-ce que vous avez eu de l'aide par, je ne sais pas, des woofers, des chantiers participatifs, des choses comme ça, pour réaliser vos travaux? Comment est-ce que ça se passait finalement? Alors oui, on a eu des personnes qui sont venues nous aider dans différentes formules, mais vu l'ampleur de la tâche, refaire un lieu tel que celui-là, juste avec des coups de main extérieurs, ça risquait de prendre au moins 20 ans. Donc c'était pas vraiment notre timing. On n'avait pas envie de vivre dans un chantier pendant 20 ans. Et puis c'était pas possible puisqu'on avait des projets d'organisation de stages, ça nécessitait des infrastructures, il fallait héberger les gens. Donc on a eu des coups de main effectivement, surtout les premières années,
des personnes qui sont venues nous soutenir, après les gros travaux qui ont été faits essentiellement par nous-mêmes et avec des personnes professionnelles. Mais on ne s'improvise pas charpentier, couvreur, électricien, plombier quand on a une bonne douzaine de bâtiments et de logements à faire ou refaire. Et combien de temps ont duré ces travaux? Le gros des travaux a duré environ 7 ans. Il y a eu des maisons à rénover, des constructions d'une maison neuve, bioclimatique, réfection de toutes les toitures, création des espaces collectifs, d'un espace associatif, une cuisine collective aux normes, une salle à manger collective, un espace bien-être avec spa, piscine. On a aujourd'hui deux saunas finlandais au bois, un extérieur, un intérieur, etc. Donc ça a été énormément de travail. Et parallèlement à ça, comment s'est passé le projet humain? Les trois sources, c'est un projet un peu particulier, dans le sens où nous n'étions pas dans un projet fermé avec une orientation unique, comme ça existe dans beaucoup d'écolieux, où il peut y avoir une thématique telle que l'autonomie alimentaire, la spiritualité, l'art, vivre ensemble, cloîtré en attendant la fin du monde, ou même un lieu qui existe où ça tourne autour du cinéma et donc on habite des habitations bio, enfin écologiques, pardon, et on mange des carottes bio et puis on va au cinéma tous les soirs parce qu'on a une salle de cinéma professionnelle. Voilà, ça existe, en tout cas ça existait. Et donc on n'était dans rien de tout ça. On parle de raison d'être dans les projets d'Écolieux, ce que Daina Leaf, auteur de Vivre autrement, appelle les groupes intentionnels ou les communautés intentionnelles. Je me suis d'ailleurs formé avec les équipes de Daina Leaf, essentiellement en Allemagne, puisque elle est implantée surtout, enfin elle vit aux États-Unis. Donc cette raison d'être, c'est la vision globale du projet. Eh bien chez nous, ça tourne beaucoup autour de la biodiversité humaine. C'est trouver la paix dans la biodiversité, ensemble, entre personnes différentes, très différentes. C'est un concept un peu novateur qu'on ne trouve pas dans beaucoup de lieux. C'est-à-dire qu'au lieu de penser que pour vivre en paix et pour faire avancer notre monde, il faut mener une existence basée sur telle ou telle conviction, sur telle ou telle doctrine, sur telle ou telle pratique ou façon de vivre, on part du principe que chaque être humain est sur sa planète, totalement différent des autres, et que même si on a des convictions, même si on a des valeurs qui sont semblables, eh bien, on n'a que très rarement la même façon de les mettre en œuvre. Et on a aussi, encore plus rarement, la même hiérarchie des valeurs. Et pour vivre ensemble dans la sérénité, le plus souvent possible en tout cas, dans la paix, dans la joie, il est nécessaire de faire le deuil, de rechercher des gens exceptionnels qui sont comme nous, qui sont tellement gentils, qui pensent comme nous, qui vivent comme nous. Mais il s'agit plutôt d'accepter profondément la différence de l'autre sans essayer de le changer. Chacun est dans sa culture, dans ses croyances personnelles, dans son intériorité personnelle, dans sa relation au sacré et au spirituel de façon personnelle. Alors ça peut paraître très idéaliste, voire utopique. On pourrait dire que ça équivaut à mettre dans la même pièce un tigre du Bengale, une gazelle, un éléphant et une bande de bonobos, tout ça avec un lion affamé, et puis que ça va bien se passer. Mais dans le fond, c'est aussi un peu comme dans les couples. J'aime bien prendre la métaphore du couple pour les groupes d'éco-villages, parce qu'il y a beaucoup de points communs en fait. Bon, dans les couples, on peut parfois être extrêmement différents, sur des planètes totalement différentes, et ça peut très bien se passer, comme ça peut moins bien se passer. J'aime bien ton image, Raphaël, mais ça me paraît complètement, effectivement, être très utopique. Comment faire pour que des gens très différents arrivent à vivre ensemble finalement, à se respecter tout en gardant leur indépendance de pensée?
leur indépendance d'être. Est-ce que ça ne risque pas de tourner très vite au tournoi de boxe thaï? Oui, effectivement, bien sûr qu'au premier regard, c'est une utopie totale. Mais on voit bien que même lorsque les gens ont des affinités identiques, lorsqu'ils se retrouvent autour de leurs affinités, autour de thématiques qui sont chères aux écovillages ou à des projets associatifs, comme l'autonomie alimentaire par exemple, prendre soin de la nature, eh bien c'est guère mieux, puisque toujours selon Diana Leaf, auteur de Vivre autrement, plus de 90% des projets explosent dans les premiers temps à l'échelle mondiale. Donc très peu de projets d'éco-villages résistent à ce que feu Pierre Rabhi appelait le PFH. Fâche, il y a le mot fâche dedans déjà, et puis ça voulait dire le putain de facteur humain, pardon. Ce facteur humain qui est probablement le maillon le plus sensible de la construction d'un projet collectif. Oui, mais alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait faire que ça puisse fonctionner mieux? Qu'est-ce qui permet de favoriser une vie dans un éco-village entre des gens très différents finalement? Alors je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y en a un qui est vraiment fondamental, c'est le cadre. Je sais, c'est pas très populaire comme concept, mais le cadre chez nous est considéré comme un cadre protecteur et non pas un cadre punitif. On ne punit pas les gens. Même si on a une tour, on n'enferme pas les gens dans la tour quand ils ne respectent pas les règles communes et quand ils ont laissé traîner leur poubelle devant la porte. Nous avons un guide fédérateur, c'est comme ça qu'on appelle notre espèce de règlement intérieur qui entre-temps fait 80 pages quand même. Au cours des années et des situations, ça s'est étoffé. Mais au début, il n'y avait rien de tout ça. On pensait qu'il suffisait de faire confiance à la bonne foi, à la bonne volonté de chacun. Mais ça, c'est l'illusion totale. Donc progressivement, ce guide fédérateur s'est étoffé. Et donc chez nous, nous sommes dans un habitat fédératif. Ça veut dire que chacun a sa vie privée. On n'est pas dans un kibbutz, on n'est pas dans une communauté hippie, on n'est pas dans une structure fermée et dogmatique, mais nous avons ce cadre qui est défini essentiellement dans la charte de l'écovillage et dans le guide fédérateur. Alors, certaines personnes ont encore ces projections qui remontent aux années 70 à l'esprit, de communautés hippies, les écovillages, c'est des lieux où il n'y a que des, entre guillemets, des babacools. Enfin, moi, j'ai rien contre les babacools, hein, à condition, bien sûr, qu'ils respectent le cadre de l'écovillage. Donc, chez nous, il n'y a pas de drogue qui circule, il y a pas de, on s'alcoolise pas. Alors chacun fait ce qu'il veut chez lui à la maison, personne n'est là pour vérifier. On s'alcoolise pas, on fume pas n'importe où, on a un petit coin fumeur, etc. Donc, pour résumer, chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais il est important dans la gestion des espaces collectifs, dans les interactions entre les personnes, d'avoir cette règle du jeu qu'on appelle le cadre, et que ça soit extrêmement clair, afin d'éviter les débordements, les prises de pouvoir, les manipulations, la violence, qu'elle soit psychologique ou physique encore moins. Quoique les deux peuvent être vraiment au même niveau, hein. Et parfois il peut y avoir des violences psychologiques qui sont pires que les violences physiques, mais je ne vais pas rentrer dans ce thème-là, ce serait trop long à aborder. On le fait largement dans le cadre des formations et aussi du processus d'intégration de l'écovillage. Alors on a également besoin d'outils de régulation, d'outils de gouvernance, c'est-à-dire des outils décisionnels et des outils relationnels, c'est très important, pour savoir comment on va prendre les décisions, pour savoir comment ça va se passer quand on va interagir,
parce que là où il y a des êtres humains, il y a forcément des enjeux de pouvoir. Alors, mais comment vous faites pour décider des choses? Qui décide? Est-ce qu'il y a un ou des chefs de projet? Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que tout le monde décide de ce qui est collectif? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors nous avons eu plusieurs phases d'évolution quant aux décisions. Au début, on a fonctionné en consensus universel. On se mettait autour d'une table et puis on discutait parfois pendant des heures jusqu'à ce qu'on trouve une réponse qui convienne à tout le monde à peu près. Alors c'était souvent comme ça se passe dans ce genre de mode de fonctionnement, des consensus mous, c'est-à-dire oui, bon, on tombe d'accord, mais enfin, il y a jamais tout le monde n'est pas vraiment satisfait, voilà. Et petit à petit, il y a une prise de conscience que ce mode de fonctionnement est extrêmement chronophage, qu'il peut être à la longue épuisant de se réunir en permanence avec tout le monde pour prendre la moindre décision liée au collectif. Ça peut être même décourageant parce qu'il y a des personnes qui font preuve d'une certaine inertie. Parfois même certains assoient leur pouvoir en faisant traîner les choses, en bloquant les processus décisionnels, ça arrive, alors que d'autres veulent simplement aller de l'avant et sont concentrés sur l'objectif à atteindre. C'est ainsi qu'on a commencé à un moment donné à en avoir marre de ces réunions qui n'en finissaient pas, où on s'est retrouvé à un moment donné pendant plusieurs réunions à passer des heures à discuter sur le type de produit à utiliser pour traiter un bac de toilettes sèches, donc un bac de recyclage, de compost à l'extérieur. Les uns prônant l'huile de lin, les autres la lasure, les troisièmes le goudron, goudron bio, pas bio, des discussions sur la taille, sur la hauteur, sur la largeur, la profondeur du bac à caca en question. C'était vraiment fatigant. Donc on a commencé par créer des cercles, comme ça fonctionne un petit peu en sociocratie, donc des cercles qui vont prendre des décisions sur tel ou tel sujet. Ensuite, on a découvert l'holacratie. Grâce à Fabrice, un des membres de notre cœur de sagesse. Le cœur de sagesse, ce sont des personnes à l'extérieur, une demi-douzaine à peu près, qui nous soutiennent et qu'on peut consulter à tout moment. Certains sont là depuis le début du projet. J'en profite pour dire que chez nous, le projet, c'est pas juste les gens qui habitent là, c'est beaucoup les gens qui sont à l'extérieur et qui nous apportent beaucoup par leur regard extérieur qui peut être neutre, un regard neuf souvent sur les choses. C'est pas bon d'être trop en vase clos, toujours les mêmes personnes, on finit par perdre la perspective. Voilà. J'en reviens à l'holacratie. L'holacratie qui a été théorisée par Brian Robertson. Donc il y a un livre qui s'appelle La Révolution holacratie, très intéressant. On en a fait un résumé d'ailleurs qui est présenté dans notre parcours de formation et d'initiation, d'introduction à la vie en éco-village, qui s'appelle Métamorphia. Donc c'est un principe holacratie de répartition du pouvoir où chacun a des rôles à remplir. Donc il y a des rôles dès que des personnes sont responsables de quelque chose. Donc il peut y avoir par exemple un rôle outillage, un rôle entretien de telle ou telle chose, un rôle bureau, un rôle communication, accueil, etc. Et lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont ensemble pour le même rôle, parce qu'il faut du monde, eh bien ça devient un cercle. Donc c'est un cercle de décision. Et donc c'est ce cercle qui va prendre en charge les décisions sur une activité ou un projet. C'est ainsi qu'en holacratie, il y a des réunions opérationnelles pour décider des choses concrètes à faire, des réunions de gouvernance où on décide de qui est le plus indiqué, le plus compétent, le plus approprié pour gérer telle ou telle chose. Et puis il y a des réunions qu'on appelle stratégiques où on va décider des grandes orientations, soit avec le grand groupe, les grandes orientations de l'éco-village, ou les grandes orientations d'un cercle.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont pas d'accord et si l'atmosphère s'échauffe? Et oui, ça peut arriver, mais pour commencer, les réunions d'holacratie sont des réunions où chacun est censé se concentrer sur le résultat, sur le bien commun, et pas se laisser embarquer par ses opinions personnelles, ses préférences ou ses émotions sans les contrôler. Donc ça n'a pas sa place en holacratie. Ça ne veut pas dire que dans un éco-village, il n'y a pas de place pour les émotions. Mais par contre, en éco-village, on a des réunions relationnelles. En tout cas, chez nous, on a deux types de réunions relationnelles. Donc on va se parler, on va régler les éventuels problèmes interpersonnels et prendre un temps pour se parler de cœur à cœur. Donc on a des réunions qui se nomment cœur à cœur et qui ont lieu toutes les semaines en principe, une demi-heure, parfois plus s'il y a des sujets ou s'il y a de la matière à aborder. Et donc on a une fois toutes les 3 semaines environ une réunion plus longue qui s'appelle un ADEC, Atelier de développement de l'esprit collectif, qui est donc un processus qui s'origine dans le travail de Scott Peck, l'auteur du livre Le chemin le moins fréquenté, qui était un psy américain qui a travaillé, psy et sociologue on peut dire, qui a travaillé pendant 40 ans sur les processus relationnels dans les groupes. Avec, il a réussi à restaurer des conflits dans des groupes de plus de 1000 personnes même. J'ai entendu dire aussi que vous aviez un genre de réunion de méditation. Tu disais tout à l'heure que chacun était libre de penser et de croire ce qu'il voulait. Alors du coup, il y a quand même une obligation de croyance. Est-ce que c'est pas un peu sectaire? Oui, je comprends ta question et effectivement, c'est une question qui est souvent posée, ou parfois les gens n'osent pas la poser d'ailleurs, et c'est dommage. Donc effectivement, on a un espace silence à l'éco-village où nous proposons une fois par semaine un temps de silence en commun d'une vingtaine de minutes. Ah, donc ça a un sens très symbolique de proposer un temps de silence, puisque le silence, on pourrait dire que c'est le plus petit dénominateur commun entre les êtres humains. Et c'est un temps qu'on s'offre les uns aux autres. Alors chacun peut y mettre ce qu'il veut à l'intérieur de lui-même, puisque c'est en silence. Certains peuvent être pratiquants, chrétiens, bouddhistes, ou dans une pratique humaniste, ou musulmans, ou que sais-je. Mais il n'y a pas d'obligation de pratiquer un rituel spécifique. Il n'y a pas de prosélytisme chez nous. Personnellement, je suis chrétien, pratiquant, mais pas dogmatique, ouvert à l'écoute des autres spiritualités. Et il y a souvent des choses à apprendre. J'aime aussi apprendre. J'ai beaucoup appris, par exemple, avec nos amis bouddhistes, ce qui ne veut pas dire que je sois devenu bouddhiste. Donc mon opinion personnelle est que l'ouverture au sacré est un avantage, un atout considérable. C'est juste une opinion personnelle. Dans les statistiques, les trois quarts de l'humanité ont une pratique religieuse d'ailleurs, et dans ces trois quarts, euh, l'Occident n'est pas inclus, puisque l'Occident est largement devenu laïque. Donc nous serions plutôt le contraire d'une secte chez nous, puisque chacun peut effectivement croire et pratiquer ce qu'il veut, sans l'imposer aux autres. On demande d'ailleurs dans les espaces de méditation, puisqu'on a un espace dédié pour ça, de ne pas avoir de pratiques spectaculaires, hein, de ne pas se mettre la tête en bas, les pieds en l'air. Voilà, de respecter aussi la sérénité du lieu et des autres personnes qui ne seraient pas dans le même type de démonstration. Alors cependant, nos valeurs sont des valeurs de liberté, donc très respectueuses des autres, d'authenticité aussi. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un sourire collé aux lèvres du matin au soir. Chacun a le droit d'être dans l'humeur qui lui appartient,
sans bien sûr agresser les autres. Chaque être humain a ses parts de lumière et d'ombre. Je m'applique ça à moi-même. Je sais que parfois je peux être, euh, quand je me lève du mauvais pied, ben, je peux être un peu rugueux, jamais insultant, mais voilà, je peux être un peu direct. Je peux manquer de délicatesse parfois ou de douceur. J'y travaille, pris que je suis par l'état d'occupation souvent. Et donc c'est pour ça qu'il y a un cadre protecteur. C'est pour réguler tout ça. Donc, notre aspiration, c'est de vivre en paix dans la joie, dans la conscience de ce qui se passe, mais aussi avec la conscience de ce qu'est demain, que demain c'est un chemin, que nous sommes en route vers un idéal, plus que quelque chose qui est acquis pour toujours et qu'on va vivre en permanence. La bienveillance, ça se reconstruit chaque jour. C'est pas un état permanent. Et comme le disait quelqu'un que j'aimais bien, alors là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et c'est vrai que dans le fond, il y a souvent des points communs entre la vie collective et un couple. Je l'ai déjà dit, il y a des moments de grand bonheur et puis il y a des moments où l'autre a éclaboussé le miroir de la salle de bain avec du dentifrice, laissé traîner ses chaussures crottées dans l'entrée, et ça peut mettre de l'animation dans les chaumières et aussi dans les écovillages. Oui, j'entends que ce type de vie, c'est pas le Club Med tous les jours. Et il me semble que ce réalisme, c'est plutôt positif. Alors, est-ce que je peux te demander, Raphaël, quelle a été ton expérience la plus difficile au cours de ces nombreuses années? Alors, Raphaëla, j'ai remplacé plus de 12 années par ces nombreuses années. Comme ça reste actuel l'année prochaine si on le refait pas. Alors, il y a bien sûr eu des moments de tension, des moments de conflit. Il y a même eu des moments de violence. Alors, pas de violence physique, heureusement, mais des violences verbales, surtout dans les périodes où nous n'avions pas encore ces outils que nous avons aujourd'hui et tout ce qu'on a compris aujourd'hui, même s'il reste encore beaucoup de choses à comprendre. Donc je ne veux pas dire qu'aujourd'hui on soit arrivé au bout du chemin, mais en tout cas on a beaucoup plus d'éléments, ce qui permet aussi d'éviter les personnes qui ne sont vraiment pas prêtes à venir partager du temps dans un projet intentionnel tel que le nôtre. Alors en ce qui me concerne, j'avais commencé ce projet avec mon ex-femme et nous n'avions pas suffisamment travaillé sur notre vision commune du projet avant de démarrer. Nous avons eu l'illusion que nos formations respectives de psychothérapeute, sociothérapeute en ce qui me concerne, en sociologie aussi, en psychopathologie pour moi, que ça nous suffirait pour nous préserver et que ce projet pourrait ainsi s'épanouir dans la paix. Mais en fait, on s'est mis le doigt dans l'œil et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est complètement perdu de vue dans les premières années de la création de l'éco-village. C'était très très intense. Moi, j'ai terminé souvent à 1 heure du matin. Ma compagne aussi très tard. On était souvent épuisés le soir, on se croisait. On a fini par plus prendre de vacances. Et on a fini par vivre, à courir l'un à côté de l'autre, mais chacun dans notre coin, en étant pris à temps plein dans ce tourbillon qui étaient les débuts de l'éco-village. Et petit à petit, ça a conduit à l'éclatement de notre couple. Donc ça a été une épreuve difficile qui m'a amené dans des grands moments de solitude et de doute, de découragement aussi. S'y sont rajoutés des problèmes de santé, probablement liés à mon état moral pendant l'année qui a suivi. Euh, mais c'est sûrement la confiance en la vie, la foi, qui m'a aidé à traverser tout ça. Et même si je ne suis pas totalement d'accord
avec cet aphorisme de Nietzsche qui dit que tout ce qui ne nous tue pas nous fait grandir, qu'il aille raconter ça à quelqu'un qui est en chaise roulante, j'ai des doutes. Mais c'est vrai que pour beaucoup de circonstances de la vie, c'est vrai quand même. Et il est nécessaire aussi, avant d'entrer dans ce type de projet, lorsqu'on est en couple, de vraiment vérifier, de prendre le temps de voir si le projet de couple est vraiment présent, s'il est compatible avec le projet collectif, ou bien si chacun est dans des représentations individuelles et qui sont différentes. Comme je l'ai dit, mon ex-femme et moi, nous sommes thérapeutes. Nous avons fait ensemble d'ailleurs une spécialisation en thérapie de couple. On est même passé ensemble sur Antenne 2 en 2015, mais ça ne nous a pas empêché de nous ramasser la figure et de nous trouver sur le banc de touche en tant que couple. Que ce soit en couple ou que ce soit en éco-village, la vie ne peut pas être qu'un lac de haute montagne paisible et protégé de tous les orages. Donc, merci de ce partage, Raphaël, qui est super touchant. Donc, quelle est l'expérience la plus positive cette fois dont tu te souviens? Alors, c'est très difficile de dire juste une expérience positive. En fait, il y en a eu beaucoup. Énormément de moments magiques avec des personnes de passage, avec des groupes, avec des personnes qui ensuite, après être passées chez nous, puisque les Trois Sources, c'est un lieu de transition, de formation, d'évolution, d'expérimentation, eh bien, il y a eu, avec tous ces gens-là, des moments de rencontre, de profondeur, euh, de relations de cœur, d'intimité relationnelle euh, vraiment exceptionnelle. Voilà, on sort souvent chez nous de la simple relation sociale. Et c'est tous les témoignages aussi de personnes qui sont passées par là et qui, suite à un stage, une formation, un séjour, un accompagnement, ont trouvé leur projet, ont pu mieux aligner leur vie de tous les jours avec leurs valeurs. Et tout ça aussi, c'est très positif. Il y a par exemple une école alternative qui s'est créée suite à un stage chez nous. Il y a des gens qui ont créé d'autres écolieux. Alors tout ça, c'est très motivant, c'est valorisant et ça donne envie de continuer. C'est ce qui, personnellement, me donne le souffle pour continuer depuis toutes ces années. Et nous avons aussi des centaines de témoignages de personnes qui ont effectué des formations chez nous, des séjours pour travailler sur eux, et qui vont tous dans le même sens, d'avoir pu trouver plus de conscience, plus d'alignement, de retrouver des repères dans leur vie, trouver plus de joie de vivre aussi. Voilà, tout ça, ça fait énormément de choses positives et qui font que je ne regrette rien de ce projet d'éco-village. Et est-ce que vous avez des liens avec l'extérieur ou bien est-ce que vous êtes vraiment en autarcie à l'éco-village? Alors non, non, chez nous, c'est pas du tout un projet fermé. Il n'y a pas de barricade à l'entrée. Il n'y a pas il y a pas de panneau avec des trous dedans. Étranger passe ton chemin. On a des liens, euh, bien sûr, avec la commune, avec les gens autour de chez nous. Des liens de bon voisinage. On est en très bon terme avec nos voisins, avec les maires des communes de Plaisance et des Coupiac. Euh, un maire est déjà venu chez nous, il y a même donné un discours. On a été soutenu par le maire précédent pour la construction d'un bâtiment où il était difficile d'obtenir un permis. Donc on a des bonnes relations, c'est important pour nous. Euh, et donc notre projet n'est absolument pas d'être isolé du monde en attendant le prochain déluge. Ok, et une question un peu plus pragmatique. Euh, Comment on fait pour venir vivre aux Trois Sources? Quelles sont les conditions? Quelles sont les étapes?
Alors au début, les gens frappaient parce qu'ils avaient vu de la lumière, entre guillemets, et donc ça a causé beaucoup de, de désagréments, on peut dire, parce qu'on était vraiment sans arrêt happé par des demandes qui arrivaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on était, mon ex-femme et moi-même, dans une espèce de course permanente. On n'avait plus le temps pour autre chose. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré, c'est plus clair. Donc les gens nous contactent souvent par Internet. Ils envoient un message par WhatsApp. Il y a le site Internet. On a un certain nombre d'outils qui nous permettent de décharger. On a un Zoom euh, tous les mercredis soirs en général qui est affiché avec le lien sur la page d'accueil de notre site. Donc chacun est le bienvenu d'ailleurs pour participer à ce Zoom, hein. C'est le meilleur moyen de prendre contact avec nous au départ. Et après ce premier contact, on propose des semaines d'immersion qui s'intègrent dans un processus qui s'appelle Métamorphia. Un Métamorphia, c'est quelque chose qui a vu le jour euh, et ça représente une dizaine d'années de travail avec l'intervention de nombreux professionnels aussi, l'intégration de personnes qui ont une longue expérience dans le domaine des écolieux. Je citerai par exemple Sophie Rabi, Laurent Bouquet, Diana Leaf, et puis d'autres personnes qui ont beaucoup travaillé sur l'aspect humain et sur les relations, comme Thomas Danzenbourg, Charles Rogeman et bien d'autres. Donc la CNV aussi de Marshall Rosenberg. Et tout ça est intégré dans notre processus Métamorphia avec les apports des expériences des uns et des autres, les miennes aussi. Et donc il y a d'abord un wiki, donc c'est une plateforme à laquelle les gens peuvent se connecter, ça prend 3 clics. Et donc ils peuvent prendre connaissance de tout ce qui équivaut à plusieurs dizaines d'années de recherche, je dirais. Et ensuite il y a la semaine d'immersion, pendant laquelle on va aborder et approfondir les thématiques humaines. Donc ça va vraiment être une expérience vivante, une semaine expérientielle. On va vivre ensemble, on va approfondir les sujets, on va apprendre à mieux connaître les autres et faire une vraie expérience de vie sur place, sur le lieu, en live. Et donc après cette semaine d'immersion, il y a encore un certain nombre d'étapes qu'on peut parcourir pour ceux qui le souhaitent, avec des entretiens, avec d'autres éléments. On travaille beaucoup avec des petites vidéos courtes qu'on appelle des Wicom, et on y travaille des thématiques particulières, les différents types de réunions, les conflits, la connaissance de soi, la connaissance des mécanismes du groupe, les répétitions, les ombres grises, les ombres noires, enfin, tout, beaucoup de choses, hein. C'est extrêmement riche, c'est vraiment le fruit comme je le disais, de dizaines d'années d'expérience et de recherche. Donc c'est quelque chose qu'on ne répétera jamais assez. Vivre en éco-village, cela nécessite vraiment un travail sur soi. Ça nécessite un approfondissement. Et c'est vrai, une forme de métamorphose. C'est pour ça qu'on a appelé ce processus d'intégration métamorphia, parce que nous sommes tellement imbibés par nos habitudes de vie dans notre société de consommation, de super-consommation, où nous sommes souvent perdus, nous sommes perdus de vue nous-mêmes, et nous avons perdu de vue les autres. Nous avons vraiment besoin de nous sortir de nos illusions et de retrouver un vrai lien. Le mot lien, c'est important, avec ce qu'on appelle notre environnement, mais qui en fait est un élément dont nous faisons partie. Et retrouver le lien aussi avec les autres. Et je dois confesser qu'en arrivant aux Trois Sources, je croyais savoir beaucoup de choses. Il y avait une bonne dose d'orgueil. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas grand-chose. Ça me rappelle la chanson de Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Euh, Malgré mes nombreuses formations, mes nombreuses expériences de vie, je suis vraiment reconnaissant à la vie
de ce que j'ai vécu euh, dans ces projets collectifs et reconnaissant d'avoir pu restaurer ce lien et approfondir ce lien aux autres et ce lien à la terre. Donc en ce qui me concerne, le processus pour arriver à l'éco-village, pour continuer à répondre à ta question, c'est après Métamorphia et la semaine d'immersion, c'est venir vivre à l'éco-village. En principe, on vient d'abord passer 6 mois pour s'acclimater, pour voir si la mayonnaise elle prend et pour voir si c'est vraiment ce qu'on veut et si ça se passe comme on le souhaite. Je le dis souvent, la carte c'est pas le territoire, hein, c'est ce qu'on s'imagine, c'est pas toujours la réalité telle qu'on la ressent. Donc il peut y avoir un décalage et ça permet pendant ce temps de faire des ajustements, de mieux comprendre les choses en les vivant de l'intérieur, dans la durée. C'est important ça. On est dans un monde où tout doit aller vite, 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 mais en fait notre constitution d'être humain fait qu'on a besoin de temps. Et donc ça permet aussi de développer ce lien du cœur et ce lien avec le projet. Parce que, contrairement à ce que certaines personnes s'imaginent, il ne s'agit pas simplement de respecter un cadre de façon théorique, de rentrer dans une case, de, de comprendre mentalement un projet global, mais vraiment de se l'approprier, que ce cadre fasse partie de nous, qu'il soit de notre esprit de vie, que ça résonne entre nous. On n'ait plus besoin de prendre le guide fédérateur pour se poser la question, est-ce que je dois vider les poubelles ou pas? C'est simplement ce qui va dicter nos actes, ça va être le respect du bien commun et des autres. Et à partir de là, on n'a plus besoin de grand-chose comme cadre écrit. Ensuite, on pourra devenir membre à part entière du projet et de l'éco-village. Donc nous sommes constitués en SCI, qui va bientôt être une SCIA, donc une société civile immobilière d'attribution, qui permettra aux personnes de devenir acquéreurs de lots, donc des lots, des parties qui peuvent être un studio, un appartement, une maison, un terrain où on pourra construire ou poser une habitation. Et certaines personnes peuvent aussi être locataires, puisqu'on tient aussi à préserver une mixité sociale. Et donc ça va être le grand changement dans les prochains temps. On est vraiment en train de travailler là-dessus, sur cette modification de la structure aussi, pour que ça soit plus souple, plus facile d'arriver aux 3 sources et d'en repartir aussi. C'est justement axer plus le projet sur des résidents dans la durée, qui puissent s'investir pleinement dans le projet. C'est justement ça qui est un des changements majeurs qu'on souhaiterait mettre en place pour les 2 années qui viennent. 2, 3, 4 années. Parce qu'au cours de la dernière décennie, on a surtout eu des personnes qui venaient pour cheminer un moment, pour apprendre ce qu'était un éco-village, et on a eu finalement assez peu de gens décidés vraiment à s'investir dans le lieu. Parce qu'on on recherchait pas, en tout cas, on mettait pas vraiment l'accent là-dessus. Et alors, combien ça coûte, Raphaël, d'habiter dans un éco-village comme celui des Trois Sources? C'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Donc, est-ce qu'on veut être en location? Est-ce qu'on va participer à la SCI? Si on est en location, ça peut démarrer à 150 euros et aller jusqu'à environ 600 euros selon la taille du logement, sa nature, etc. Donc il y a des gens qui viennent et qui n'ont aucun moyen. Et s'ils n'ont aucun moyen, ils participent au moins un peu aux charges. Ça, c'est le minimum. Et après, tout dépend des prétentions qu'on a. Si on veut acheter une grande maison, avoir un lot important, ça peut coûter quelque chose de l'ordre de 200 000 euros, voire plus peut-être, hein. Et si on veut habiter dans une yourte, c'est de l'ordre de quelques milliers d'euros. Ou dans une petite maison en bois, ça peut coûter 50 000 euros. Voilà. Et puis, si on n'a pas d'argent, on peut aussi être locataire et bénéficier des allocations logement.
Donc on a de nombreuses possibilités d'hébergement actuellement chez nous et la palette est assez large, mais alors ça varie bien sûr dans le temps et donc il faut se renseigner une fois qu'on a déjà bien compris et bien abordé le projet. Pour la location, ça peut être une fourchette, comme je l'ai dit, entre grosso modo 150 et 600 euros. Et alors, combien ça coûte, Raphaël, d'habiter dans un éco-village comme celui des Trois Sources? Alors je dirais que la question se pose pas trop en ces termes, dans la mesure où toute activité est bienvenue. Il y a des gens qui peuvent travailler à distance parce qu'ils font du télétravail. Il y a des gens qui peuvent travailler à l'extérieur, dans une entreprise du coin. On a eu un charpentier qui était là pendant un an à peu près pour construire sa tiny house et repartir. Donc il l'a construite, il est reparti. Puis en même temps, il travaillait 35 heures par semaine dans une entreprise de menuiserie pas très loin d'ici. Donc on trouve aussi du boulot sur place si on a un métier. Encore une fois, on n'est pas un kibbutz, une communauté où il y a une activité unique. Donc il y a des projets qui peuvent être développés sur le lieu, à titre vraiment de pur exemple du maraîchage, de l'élevage, de la transformation, des activités liées au bois, à la forêt, des activités liées au tourisme, à l'hébergement, des tables d'hôtes. On a une boutique aussi qui demanderait qu'à être animée de la vente par Internet, pourquoi pas. On peut faire des soins, on peut faire... il y avait quelqu'un qui faisait des massages, on a aussi un cabinet pour des soins collectifs, on peut organiser des stages, des formations. C'est très 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 large. Bien sûr, il est nécessaire que l'activité, si elle s'exerce sur le lieu, soit compatible avec les valeurs de l'éco-village. On serait pas très chaud de voir s'installer une usine de pneus au milieu de la forêt. Mais est-ce que c'est pas un peu isolé finalement, les Trois Sources? Alors effectivement, quand on y est, ça peut donner cette impression d'isolement parce qu'on est vraiment dans la nature sauvage. Mais en réalité, on est à 5 minutes du village de Coupiac où il y a beaucoup de choses, y compris un super U avec un rayon bio bien achalandé, des produits frais bio d'une ferme locale. On a les portes de Saint-Afrique qui sont à 35 minutes, celle d'Albi un tout petit peu plus. Toulouse, 1h30 maximum s'il n'y a pas de bouchon. Et Montpellier, un tout petit peu plus. Donc on n'est pas vraiment perdu. On n'est pas, alors pardon pour les gens qui habitent là-bas, on n'est pas quelque part dans le coin de Brive-la-Gaillarde. Donc il y a des gens qui partent à la mer pour le week-end et c'est à 100 km à vol d'oiseau. Donc la région n'est pas si isolée que ça. Elle n'est pas trop envahie par le tourisme non plus, donc ce qui a quand même ses avantages, mais il y a une saison touristique. Et donc, je pense que ce sont des a priori souvent de citadins de penser qu'à la campagne, il n'y a rien, on peut rien faire. Euh, Moi, je me rappelle un jour d'un dialogue que j'avais avec quelqu'un qui était à Paris et qui me disait oui, mais tu comprends, nous on a la culture, on a tous les jours, il y a des pièces de théâtre, il y a des concerts et tout ça. Et tout à coup, je lui demande, mais combien de fois dans l'année est-ce que tu vas au théâtre voir des concerts? Ah, il me regarde, il réfléchit, il dit, je sais pas, une ou deux fois. Ben, je dis, bah, tu sais, quand on est à la campagne, on peut très bien se permettre, si on veut aller voir un concert, de prendre un train ou de prendre la voiture et de passer un week-end là où on veut participer à un événement. Donc souvent, quand on y réfléchit, c'est des arguments qui ne tiennent pas vraiment la route. Et puis il y a tellement d'avantages déjà à respirer un air pur sans quasiment de particules, de pouvoir enfin dormir sans se mettre des boules qui dans les oreilles. En ce qui me concerne, ça a été vraiment quelque chose de formidable, cette évolution-là. Et la région est vraiment, vraiment magnifique.
Eh bien, ça fait envie. Je vais peut-être quitter Paris pour venir vivre avec les chevreuils et les ânes des Trois Sources, puisque vous avez donc deux ânes qui ont l'air bien sympathiques, mais je suis pas sûre d'avoir les qualités finalement pour entrer dans ce genre de projet. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais m'en dire plus à propos de ça? Quelles seraient les qualités nécessaires pour vivre dans un éco-village comme celui des Trois Sources? Je crois qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde dans un projet comme celui des Trois Sources, mais s'il y avait des qualités à développer, en tout cas, ce serait d'une part, je dirais, le désir d'apprendre d'abord, mais pas seulement avec la tête, d'apprendre avec le cœur, donc une grande ouverture, une ouverture au changement intérieur pour commencer, avant de vouloir le changement extérieur. J'ai rencontré toutes sortes de gens pendant mes 20 années en vie collective. Certains pensaient avoir tout compris, d'autres avoir fait le tour de plein de lieux et du coup avoir compris comment ça fonctionnait. Euh, D'autres pensaient avoir fait un chemin de conscience qui faisait d'eux des êtres éveillés, hein, peut-être un peu supérieurs aux autres. Ce qui, bien sûr, émet indirectement un jugement sur la bande d'endormis que nous sommes. D'autres qui sont dans une forme de rébellion contre le monde, contre la société, qui pensent qu'il faut tout faire péter et jeter ainsi le bébé avec l'eau du bain. D'autres qui viennent chercher un endroit pour se calfeutrer dans la peur de l'avenir, etc., etc. Il me semble qu'une qualité qui n'est plus très populaire à notre époque, c'est l'humilité. Vraiment, l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que vivre un tel changement, ça demande d'accepter, d'apprendre en permanence, d'apprendre des autres, d'apprendre de la vie, d'apprendre des expériences quotidiennes, d'apprendre à se laisser remettre en question, d'apprendre aussi à sortir de notre posture de victime qu'on a beaucoup dans cette société, particulièrement en France. Euh, Cette posture dans laquelle nous sommes un peu figés, recroquevillés sur nous-mêmes, et sortir de là pour prendre la pleine responsabilité de ce que nous vivons dans les relations avec les autres, dans ce que nous appelons la réussite ou l'échec, dans nos expériences de vie. Donc prendre la pleine co-responsabilité de nos vies. Raphaël, qu'est-ce que tu aimerais rajouter encore pour nos auditeurs qui seraient tentés par le changement de vie? Oui, ce que j'aimerais partager pour finir, c'est qu'il me semble que la vie, c'est le changement. Nous changeons en permanence, nous passons une grande partie de notre vie et utilisons une grande partie de notre énergie à freiner pour essayer de conserver nos acquis, de rester là où on en est, pour se protéger et peut-être pour aller vers la direction qui nous semble la plus juste, la plus exacte, la plus appropriée, peut-être par rapport à notre éducation ou par rapport à nos recherches personnelles. Il n'y a rien de, de négatif dans tout cela, mais la vie ce n'est pas que ça. La vie ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un fleuve plein de cascades, de tourbillons, de virages, des arbres morts qui se promènent au milieu. Et c'est quelque chose de passionnant, la vie, c'est quelque chose de débordant. Elle grouille, elle est faite quelque part d'une abondance, d'une surabondance. Et se laisser porter par le flot de la vie, tout en ayant quand même un gouvernail unique, ce qui est important quand même d'avoir un gouvernail quand on est sur un fleuve, c'est une expérience fantastique. Et vivre en éco-village, c'est finalement un outil, c'est une embarcation dans laquelle on embarque avec d'autres personnes pour descendre ensemble ce grand fleuve de la vie et sortir de notre port d'attache où nous sommes parfois des dockers en train
de suer, de travailler de lourdes tâches monotones, épuisantes et pour beaucoup démotivantes jour après jour. Vivre ensemble dans un projet comme celui d'un éco-village, c'est vraiment un parcours, c'est une aventure, une traversée inoubliable. C'est pas la croisière s'amuse tous les jours. C'est pas forcément la galère tous les jours non plus. Mais en tout cas, c'est un chemin, me semble-t-il, qui correspond bien aux attentes de notre temps et du futur qui nous attend. Voilà ce que j'avais envie de rajouter. Et un grand merci à toi, Raphaëla, et à ceux qui nous ont écoutés. Merci à toi, Raphaël, pour cette présentation éclairante de l'éco-village Les Trois Sources et surtout du partage authentique.